Bon, alors bonjour à tous. J'ai l'honneur de prendre la parole après des intervenants d'une grande qualité. Je me sens toute petite, ce qui ne m'est pas très habituel. Ils ont éclairé des problématiques et des horizons qui sont tellement riches et variés. Alors moi, le défi qui s'ouvre à moi tout de suite, c'est de vous proposer une présentation synthétique d'un référentiel qui, lui, est très complet et inédit à différents égards. Alors, ce travail a été décliné à partir du référentiel français des pratiques des psychologues en soins palliatifs, réalisé sous la direction du Collège des psychologues de la SFAP, élaboré autour d'un groupe de travail de psychologues en soins palliatifs, d'un groupe expert pluridisciplinaire et de relecteurs. Prenant appui du coup sur ce document initial, de 2018 à 2022, des psychologues répartis dans différents pays, membres de la FISP, ont rédigé le référentiel international francophone des pratiques des psychologues en soins palliatifs. Ce projet a été piloté par Axel Manval, psychologue, secrétaire à l'époque de la FISP et co-directrice d'Accept. Les objectifs de ce projet, ils étaient ambitieux, identifier ce qui est particulier à la fonction des psychologues et spécifique au champ des soins palliatifs, définir l'intérêt et les limites de cette offre thérapeutique, préciser également la pratique clinique, le positionnement nécessaire et les conditions requises. Ce document, de ce fait, dépasse la notion habituelle de référentiel des compétences par une définition du positionnement, plus apte à rendre compte des caractéristiques de la rencontre clinique. Par-delà la diversité des pratiques entre les pays et cultures, est identifiée une pratique clinique commune des psychologues cliniciens dont on peut extraire et articuler des paramètres fondamentaux. Le référentiel se compose de deux grandes sections. Il aborde le cadre général et la pratique clinique. Dans le cadre général sont traités 4 grands points. Ce référentiel, du coup, comme je vous le disais, s'inscrit dans un contexte précis, celui des soins palliatifs, que les rappels historiques éclairent. La pratique actuelle des psychologues émerge des expériences des pionniers. Leurs rapports successifs, leurs recherches nourrissent la réflexion et aident à la compréhension des processus psychiques dans ce temps si particulier. Les psychologues veillent à ne pas systématiser un mode de lecture afin d'approcher la complexité de ces processus. Le travail en interdisciplinarité, c'est un des fondements de la prise en charge en soins palliatifs. C'est grâce à l'interaction entre les différents acteurs de l'équipe, au partage d'informations, de connaissances, de savoir-faire, que l'interdisciplinarité prend tout son sens. Alors, nous, on dit interdisciplinarité parce qu'en général, on est seuls, nous, psychologues. Donc, forcément, quand on l'emploie, c'est qu'il y a d'autres corps de métier que le nôtre. La spécificité du psychologue est de transmettre et de témoigner de la vie psychique du sujet, patient, famille, proche, afin de favoriser une cohérence dans le soin. Alors si l'interdisciplinarité, elle est partie prenante de la prise en charge, elle n'est pas pour autant facile et évidente. La position du psychologue, elle est paradoxale en cela qu'il occupe une place dans son équipe tout en l'élaborant pour s'en différencier, à la fois un dedans, dehors. Plusieurs modalités de travail en équipe sont détaillées et il est rappelé que des zones de non-savoir persistent toujours. Dans l'espace francophone, tous les pays ne sont pas dotés d'une législation pour encadrer la pratique des psychologues. Dans ce contexte d'indisponibilité des textes juridiques, ce référentiel s'appuie sur la Charte européenne des psychologues. Le statut n'implique pas de fonction hiérarchique envers autrui et donne une certaine autonomie aux psychologues en lien au regard de ses responsabilités. 3 points sont repris concernant les missions et les principes éthiques, le consentement du patient, les objectifs qui seront repris dans la seconde section et la confidentialité. Les psychologues sont amenés à accompagner des personnes relevant de soins palliatifs et leurs proches dans différentes structures spécifiques de soins palliatifs, mais également dans d'autres lieux que ceux présentés un peu plus dans le détail dans le référentiel. Et quel que soit le lieu, ils développent alors de façon similaire des pratiques d'accompagnement.
Il propose des entretiens individuels ou familiaux aux patients et à son entourage, ainsi que des suivis de deuil. Ils s'investissent dans différents temps d'équipe pour une approche médico-psychosociale et sont disponibles pour les membres de l'équipe lors de temps d'échange autour de pratiques sans pour autant se substituer à la position de superviseur. Au niveau institutionnel, ils veillent à représenter la dimension psychique des accompagnements. Ils participent ainsi aux différentes instances décisionnelles et éventuellement au comité éthique. Dans la limite de leur disponibilité, les psychologues dispensent des formations initiales et continues. Ils contribuent ainsi à la diffusion de la démarche palliative. Concernant les conditions nécessaires, un travail de réflexion et d'élaboration de la pratique s'impose du fait de l'acuité des situations en soins palliatifs, des enjeux transférentiels et de la proximité de la mort. Le statut de psychologue octroie un temps pour la recherche. La pratique clinique et la recherche sont intimement intriquées. D'une part, la recherche enracine et nourrit les fondements de la clinique. D'autre part, la clinique valide, mais également questionne et apporte un nouvel éclairage à la recherche. Alors dans les faits, cette articulation clinique-recherche, elle est beaucoup moins évidente à bien des égards. La fragilité des patients, leur vulnérabilité, sous couvert parfois d'arguments éthiques, freinent nombre d'études perçues comme trop rigides, intrusives, impersonnelles. Dans un souci de surprotection de celui qui souffre, le risque est de penser au nom du patient, avec pour seule caution scientifique la bienveillance que lui porte le professionnel. Concernant la formation initiale, même lorsqu'elle propose des modules spécifiques, elle ne suffit pas pour exercer en soins palliatifs. Un diplôme universitaire est ainsi recommandé, ainsi que d'autres moyens de se former et de développer des compétences adéquates. La deuxième section s'attache à décrire la pratique clinique, les fondements, orientations théoriques, les sujets rencontrés et le rôle du psychologue auprès des institutions. L'objectif n'est pas de donner ici une définition exhaustive de la pratique clinique. Clairement, 10 minutes, c'est sûr que c'était mort même, rien que ça. Mais de définir ce qui réunit les psychologues dans une identité professionnelle commune. L'axe du travail des psychologues est la psyché, son contenu, ses productions et le langage permettant d'y accéder. Il s'agit de convoquer dans la rencontre les potentialités des sujets afin que ces derniers trouvent leurs propres réponses. La pratique clinique s'inscrit dans une rencontre globale et imprévisible. Que pourrait signifier être thérapeutique en soins palliatifs ? Les psychologues pourraient être ceux qui secondent les patients dans des zones de désespoir partagées. Plutôt que d'apaiser par la présence, il s'agit de soutenir et de créer un espace de partage de l'expérience. La fonction thérapeutique des entretiens n'est pas de faire disparaître la détresse psychologique, mais d'accroître les capacités du patient à la tolérer pour peut-être mieux la vivre. Concernant le positionnement du clinicien, il ouvre un espace thérapeutique sans attente projetée, sans a priori. Il doit réunir plusieurs qualités, dont une disposition intérieure adéquate d'écoute. Les fondements caractéristiques du cadre thérapeutique sont l'expression verbale, l'association libre, la prévalence de l'imaginaire et du fantasme. Le cadre thérapeutique reste un invariant. Le dispositif de la rencontre clinique est celui du face-à-face ou du haut côté d'eux. Il est constitué du rythme, de la durée, du lieu. En soins palliatifs, ceux-ci sont à l'épreuve des contraintes, tant somatiques que psychiques. La pratique psychothérapeutique comporte deux temporalités, décidément le temps. La temporalité de l'ici et maintenant et la temporalité de l'après-coup. Dans cette seconde temporalité, les psychologues articulent le matériel brut à leurs connaissances théoriques. Au-delà de l'orientation choisie, les effets de la psychothérapie sont dépendants du solide étayage théorique des psychologues. Le psychologue peut être formé à différentes techniques qu'il utilise dans les entretiens comme la sophrologie, le psychodrame, et il peut également utiliser de nombreux supports,
le dessin, le photolangage, pour créer un espace partagé. L'objectif de ces outils est de faciliter la relation, favoriser l'expression, la mise en mots et de contenir l'émotion. Les situations ont pour problématique, je me dépêche, d'accord. Les situations ont pour problématique commune de concerner la maladie grave, évolutive ou terminale. Le psychologue intervient dans un temps qui est marqué par la séparation, la perte, le deuil de soi ou de l'autre et l'actualité de l'angoisse de mort. Dans ce temps particulier, au niveau défensif, les mécanismes habituels peuvent être plus intenses et plus rigides. La détresse psychologique, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, est un des principaux motifs d'orientation vers le psychologue. Distincte de la maladie mentale, elle témoigne d'un état de mal-être et englobe quelquefois des symptômes anxieux de dépression. Le psychologue s'attache à analyser la demande du patient en constante évolution, en tension avec le réel de la maladie, l'environnement également, pour adapter au mieux son intervention. Dans un contexte de précarité économique, les réalités conjoncturelles sont problématiques dans des pays en développement. Elles résonnent indubitablement sur le vécu de la maladie, sur le vécu du patient. Je vais passer vite fait à la suite. Le psychologue consacre une part de son activité à intervenir à un niveau institutionnel en lien avec d'autres professionnels. C'est une part intégrante de ses missions et ce pour deux raisons. L'histoire et l'organisation institutionnelle participent de la prise en charge des patients et des proches, mais également l'institution et les professionnels peuvent être mis en difficulté par les problématiques des patients. Ce rôle institutionnel ne concerne pas uniquement l'institution qui l'emploie, mais également à un niveau plus large les instances dans lesquelles il est impliqué. Je crois que j'ai plus trop le temps, donc je vais passer sur les caractéristiques des groupes en soins palliatifs et venir pour conclure. Ce référentiel, il doit être considéré comme une base de travail pour expliciter cette pratique commune des psychologues intervenant dans le domaine des soins palliatifs. L'intérêt majeur est d'offrir des repères généraux sur cette pratique si complexe à décrire. Il ouvre à la concertation et offre également un support de réflexion sur la mise en œuvre de la pratique. Au-delà des différences entre les pays, une clinique partagée a pu être synthétisée. Ça nous amène du commun, au-delà des différences. Je vous remercie de votre attention. On va conclure. Je remercie, je vais passer la parole après à Benoît pour quelques secondes avant qu'on enchaîne sur la session d'après. Je tenais à remercier l'ensemble des conférenciers pour cette excellente session, et puis particulièrement les internationaux qui ont pris le temps de faire le déplacement, venir nous rencontrer pour partager leur vision, leurs expériences. Benoît. Comme de Dupont à Dupont, je dirais, même plus, je dirais intercontinentaux, parce que nous avons quand même trois continents représentés grâce aux efforts de l'équipe de recherche et d'Axel qui a fait le lien. Non, je voudrais dire un mot sur chaque communication, si vous me permettez, mais en quelques secondes. Alors, je dois donc à un mot par communication. Donc, le mot que je retiens pour la première communication, c'est le mot de résonance. C'est-à-dire que j'ai vraiment ressenti ça fort, qu'il y avait cette espèce de résonance, d'écho qui ébranlait, hein, mais et on peut comprendre que ça peut ébranler, ça peut aussi insuffler. Hein, je veux dire, c'est ça aussi qu'on cherche ici, je pense, dans cette équipe de recherche. Aussi, comment, voilà. Là le mot que je retiens, c'est le mot intimité. C'est-à-dire que j'aimerais bien mourir et donc offrir aussi ces conditions à d'autres humains que de vivre une certaine intimité. Alors là, on entend la maison, hein, une intimité, voilà. Et puis, avec Christian, c'est le mot famille c'est le tissu familial. Et aussi, j'ai beaucoup entendu le mot émotion. Et je pense que autant en Europe et en Amérique du Nord que dans les pays d'Afrique subsaharienne, je crois qu'on confond l'émotion à l'hyperémotivité. Et je pense qu'il faudrait vraiment que nos médecins, nos pharmaciens soient un peu éclairés sur cette émotion, ces émotions qui sont comme une source d'humanité finalement. Nous sommes des fabricants d'émotions, et ces émotions, elles vont traduire nos sentiments plus profonds qui, heureusement, restent dans nos secrets. Et puis là, j'entends vraiment, plusieurs fois, vous avez dit clinique. Et je pense que ce qui va baser, enfin
le creuset de la clinique, c'est le recevoir. Et ça, c'est à apprendre en permanence. Et j'en parlais avec mes petits-enfants ces dernières vacances. Je leur dis, qu'est-ce qui est plus facile? C'est donner ou recevoir? C'est recevoir. Qu'est-ce qui... je me trompe, oui. Alors je dis, ils disent, bien sûr, c'est donner. Ben, voilà. Et j'ai été sûr. Ah, ils ont réfléchi. Alors c'était 7 ans, 10 ans, 12 ans. Non, c'est pas sûr. Ah. Et je pense que là, vraiment, quand on parle de l'écoute, quand on parle de l'attention à l'émotion, l'attention à la culture, c'est ce que j'essaie de vivre modestement dans mes pérégrinations. J'ai bien entendu le message de Christian qui me dit, attention, n'essayez pas de transposer vos modèles. Voilà, et c'est évident, et c'est pour ça, et je termine par ça, ça c'est en réponse à ça, je m'inspire beaucoup de la pédagogie inversée. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que je ne crois plus du tout au magistral. Je pense même que le magistral peut casser les évolutions vers la modification des comportements. Donc il faut vraiment que nos pédagogies soient inversées, comme d'ailleurs peuvent l'être aussi, et la recherche aussi. Et comme j'ai bien entendu ce matin, tous les travaux, c'est toujours du recevoir, de l'inverser. Voilà. Merci beaucoup, bravo. Merci. Bravo.